Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, j'avais envie de parler de ce que les Américains appellent les SOTC, State of the Collection, et j'avais envie de parler d'un sujet qui m'intéresse pas mal, c'est comment sont abordés par chaque amateur d'horlogerie l'idée de collection en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on va avoir certains amateurs qui vont être beaucoup plus dans l'idée, par exemple, de posséder tout un pan de l'histoire d'un seul modèle. Je pense particulièrement aux gens qui sont passionnés de Speedmaster, etc. Et puis on a des gens qui, eux, abordent la collection plus comme une, une vision un peu je vais pas dire de recherche d'utilité à chaque montre, c'est-à-dire qu'on doit avoir une dress watch, une montre sportive, une plongeuse, etc. Et puis il y a des gens aussi qui sont pas du tout ce qu'on moi j'appelle en fait des collectionneurs. Moi je me considère pas comme un collectionneur, loin de là. Je me considère comme un amateur d'horlogerie, mais sans être un collectionneur. Bon, donc ce que je vous propose de faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous présenter donc moi, ma collection actuellement, enfin ma collection, les différentes montres que je possède actuellement. La plupart des montres que je vais vous présenter ont déjà été présentées en vidéo, donc ça va être une review rapide. Et c'est surtout ce qui m'intéresse le plus, et moi j'adore avoir ces débats-là sur les forums, les groupes Facebook et tout, comment on construit une collection, comment on l'aborde, qu'est-ce qu'il y a en fait de... c'est dit très, très vite fait, mais de philosophique derrière, quels sont les tenants et les aboutissants de tout ça, quoi. Donc on va commencer, je pense, par ce que les gens, ce que les Américains appellent le beater, là, la F91W. Bon, je l'avais acheté sur Vinted, celle-ci, à 4 euros. Donc ça fonctionne bien, c'est une montre que j'ai depuis 2-3 ans. Je me souviens que je l'avais acheté pendant mon stage ouvrier en école d'ingénieur. Et donc elle m'a fait tout le stage ouvrier sur les chantiers, etc. Alors après, c'est le problème, c'est toujours le sujet, on y reviendra plus tard, mais c'est que quand on monte en gamme, bah, à un moment, ces montres-là, on ne les porte plus, quoi. Parce que on voit bien les différences de qualité. Et un bracelet un peu vécu, mais bon, pour quelque chose qui m'a coûté 4 euros, j'ai toujours pas changé la pile, et je la porte régulièrement pour faire du sport. Ah, c'est un peu le modèle emblématique, la F91W, montre de terroriste, montre d'Oussama Ben Laden, etc. La deuxième montre, c'est une montre qui m'avait été transmise par mon père. J'ai pas fait de... C'est un peu celle qui m'a amené à l'horlogerie. J'ai pas fait de review dessus. C'est une Seiko automatique classique qui à l'époque était pas la... Bon, elle doit dater de 2010 à peu près. À l'époque, c'était pas le... Comment dire? C'était pas le NEC plus ultra de Seiko, quoique il y a quand même un 7S35 et pas un 7S25, donc un calibre un petit peu plus amélioré, il y a 2 rubis de plus. Par exemple, on n'a pas de stop seconde, de choses comme ça, etc. C'est pas une montre que je considère comme très intéressante au niveau horloger, c'est plus de l'affect. Je la porte encore pas mal, même si je pense qu'elle est sacrément magnétisée, parce qu'elle doit prendre 1 minute par jour d'avance. Donc il faudrait peut-être la faire démagnétiser et éventuellement la faire réviser. Et après, donc il y a les 3 montres que j'ai déjà présentées. La Longines que je vais revendre, parce que je la porte pas en fait. Donc elle va être revendue si je trouve un acheteur sur Chrono24. Donc j'ai ma Yema, dont j'ai fait la vidéo assez récemment, qui est quand même pas mal, que j'ai depuis pas très longtemps en fait. Ça fait 1 mois et demi que je l'ai, un peu plus peut-être, 1 mois. Et puis j'ai la Baltique. Alors là, la Baltique, vous allez dire, ceux qui ont suivi mes autres vidéos, vous allez vous dire, bah, c'est pas la même que sur la vidéo de présentation. Ouais, en fait, j'ai trouvé un gars pour m'échanger la noire et grise, un mec qui d'ailleurs était très très gentil au demeurant. Donc il m'a échangé la noire et grise contre cette orange et bleu, que je préfère en fait, qui a plus de personnalité, qui est plus atypique, etc. Et c'est vraiment en fait ma montre de tous les jours actuellement, la Baltique. Donc toujours avec ce cadran glossy, ces index blancs, etc. C'est la lunette en saphir. C'est un peu ma montre de tous les jours. Je vais repartir un peu sur les définitions de chaque montre et quels sont leurs usages un peu plus tard. À ce stade de ma passion horlogère, on va dire que j'ai en fait, bon allez, on va dire 3 montres avec celle-ci. La F91W, je la considère pas réellement comme une montre, même si elle donne l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est anecdotique. Et donc cette Longines qui est encore là, mais qui est amenée à partir. Voilà. Donc voilà, donc en fait la collection se recentre en fait autour de 2 montres qui sont la Baltique et la Yema. Peut-être que l'avenir nous le dira, ça dépend aussi beaucoup de la trésorerie. Peut-être que j'investirai dans une 3e montre. Si j'investis dans une 3e montre, j'aimerais bien soit acheter une montre de
marque un peu plus premium, on va dire, et ou un chrono. Et donc les prétendants sur la liste sont la Speedmaster Reduced de chez Omega, qui est pas mal, qui est un bon chrono alternatif. Pour moi, une bonne alternative à la Speedmaster, même si c'en est pas vraiment une, parce que la Speedmaster, la classique, la Moonwatch, m'intéresse pas plus que ça, trop gros, je trouve, trop connoté, etc. La Reduced est plus petite, beaucoup plus galère à entretenir, et puis surtout elle est automatique. Et c'est quand même très pratique d'avoir des montres automatiques plus que manuelles. L'autre sujet, alors c'est un chrono, j'ai vu le dernier chrono de Baltic qui est absolument exceptionnel. Et puis peut-être sinon racheter une plongeuse, parce qu'en fait au final je me rends compte avec l'expérience que c'est ça que je porte réellement, ou au moins un style plongeuse, avec donc un cadre en noir, des aiguilles blanches et des index vraiment blancs, pas de fausse patine, et une date. Et ce que j'ai trouvé à peu près dans les ordres de prix qui me conviennent, c'est soit une vieille Seamaster des années 2000, un peu dans son jus. Ah, mais j'ai un peu de mal à aller vers du vintage pour les plongeuses parce que le sujet de la plongeuse, c'est quand même toujours l'étanchéité et qu'on sait jamais trop comment ça a été révisé, etc. Est-ce que les joints ont bien été changés? Est-ce que ça a été testé, etc. Donc acheter une plongeuse des années 2000, voilà, on ne sait pas. Même si c'est quand même beaucoup plus facile à fiabiliser avec un verre saphir qu'avec un verre en plexi. D'autres alternatives, ça pourrait être une Squale, la marque Squale qui a fait au demeurant des grosses beaufries en reprenant des codes de montres Rolex, etc. Mais qui sort depuis quelques années pas mal de montres de son patrimoine, de son héritage, qui était une énorme marque de plongée, peut-être au même titre que Dockside. Et la Squale Sub 39, index blanc, m'attire pas mal, surtout qu'elle est en 39,5, donc ça peut être une bonne opportunité, une bonne alternative. Bon, il y a aussi toujours racheter une Superman, que ce soit une héritage, qui peut en trouver une à pas trop cher en occasion, entre 600 et 800 euros, en bon état. Mais ça me dérange un peu en fait d'avoir deux modèles de la même marque dans une collection, et en plus deux modèles qui là pour le coup auront autant, enfin vraiment le même design que cette Superman 500. Donc voilà, ça c'est le sujet en ce qui concerne l'approche de ma collection actuelle. Maintenant, j'aimerais petit peu revenir sur comment sont construites les collections. Je pense que tout amateur de montres, ça part toujours avec un objet d'affect. Pour moi, ça a été celle-là, ça a été aussi une montre que j'ai donnée à mon frère, une Tissot que ma mère m'avait offert. Voilà, on est amené à s'intéresser, à vouloir découvrir quels sont comment ça fonctionne, etc. Et donc, au début, le premier stade du collectionneur, on va dire, ou plutôt de l'amateur d'horlogerie, c'est d'acheter un maximum de choses le plus possible et un peu de se faire l'œil, de toucher, etc. Moi, j'étais en Provence au moment Enfin, j'étais pas à Paris, donc au moment où j'ai commencé à m'intéresser à ces montres, donc le seul moyen d'acheter, le seul moyen de toucher, c'était d'acheter et d'avoir. Et donc je me suis retrouvé, je pense comme un peu tout le monde, et encore, le symptôme était pas aussi poussé que chez certains, mais je me suis retrouvé très vite avec une dizaine, une quinzaine de montres, mais que des montres de merde, quoi, des vieilles Difford des années 70, des choses pas forcément réparables, je me souviens plus comment ça, le Kelton, voilà, des montres Kelton, des Timex, des choses comme ça, des petites clips un peu merdiques, des petites Pax, enfin des montres de grande qualité. Et puis on se retrouve aussi avec une petite Citizen qui ressemble à une Day-Date ou des choses comme ça. À un moment, j'ai voulu tout revendre pour monter en gamme. J'avais acheté à l'époque une lip en 35 mm neuve, là, les nouvelles, qui m'a tenu un temps. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment, c'était les montres un peu plus sportives, un peu plus comme la Baltic là. Et donc j'avais revendu à un moment toute ma collection. Enfin, ça a toujours été un processus itératif où en fait t'achètes à un moment. Enfin moi mon objectif, surtout c'est un peu la clé de cette collection, c'est surtout de porter un maximum. C'est-à-dire que je supporte pas d'avoir une montre comme celle-ci. Enfin, je supporte pas. C'est bien sûr toujours relatif, mais une montre comme la Longines que je vais porter 2 fois dans l'année. Enfin, avoir l'objet pour avoir l'objet, c'est intéressant, mais je suis pas dans cette démarche de collectionniste, et surtout, je comprends pas
la démarche de collectionning qu'il y a sur des montres neuves. Encore, je peux comprendre sur des montres vintage, un mec qui est fan de King Seiko, un mec qui est fan de Grand Seiko, qui va avoir toutes les itérations des années 60 aux années 90, etc. Là, ça peut être intéressant parce qu'en fait, il y a plus une démarche de documentaliste, on va dire, que réellement de gens qui vont porter, surtout sur des montres vintage qui ne sont pas forcément portables au quotidien. Donc moi, mon objectif, ça a toujours été de porter. Donc à partir du moment où on arrivait à un nombre de montres qui excédait, alors au début c'était 5, après ça a été 3, et là c'est en train de devenir 2, de revendre, et avec le capital plus de la trésorerie qui était rentrée entre-temps, de racheter un peu mieux. Donc au début ça a été d'acheter une Lip et une Orient, comment ça s'appelle, Mako ouais, ou Ray 2. Ensuite le sujet ça a été de revendre ces deux montres pour s'acheter The One, c'est-à-dire une Baltic Aquascape. Au final on a un peu de trésorerie, voilà, je m'étais acheté aussi une Frédéric Constant. Et ensuite j'ai revendu ces deux montres pour acheter, enfin un peu plus de trésor, j'avais revendu la Baltic, la classique Aquascape pour m'acheter celle-ci, donc pas réellement celle-ci, la grise et bleue que j'avais présentée, que j'ai échangée, etc. Ça m'a rien coûté, donc tant mieux. J'avais aussi acheté une Yema Superman. On fait de l'achat, on fait un peu de revente, un peu d'achat-revente, etc. Au final, on réussit à pas trop perdre d'argent, voire même des fois en gagner si on est un peu malin. Et puis, moi, j'ai quand même beaucoup été dans l'achat-revente de petites Seiko. J'ai fait pas mal d'achats-revente de Seiko 5 sur Vinted, donc ça m'a permis aussi, malgré mon statut d'étudiant à l'époque, de pouvoir acheter des montres qui coûtent quand même 1000 euros. Enfin, c'est assez énorme d'acheter une montre à 1200 balles quand on n'a pas de salaire. Et voilà, donc on aboutit à une collection à un moment, à un instant T. Donc là, c'est le 10 décembre 2022, avec des montres, je pense que cette étape prioritaire, en fait, c'est-à-dire de collectionner, d'amasser, de voir, de se faire une sorte, en fait, d'éducation à ce que sont ces objets horlogers, c'est primordial en fait, parce que on peut pas, j'ai des amis qui rentrent dans l'horlogerie, qui achètent directement, je sais pas, des quartiers, des choses comme ça, qui sont des montres hyper élégantes, voilà. Le sujet c'est que bon, ok, t'as mis 3000 balles dans une montre, forcément t'as tout de suite le caviar, le nirvana, mais en fait si tu t'es pas formé, si t'as pas appris ce qui te plaisait vraiment, c'est assez compliqué en fait de définir une collection comme ça, quoi. Enfin, et puis surtout de connaître tes goûts, parce que avant de me rendre compte que moi, ce qui me plaisait, c'était le style plongeuse bracelet acier, bah, ce qui me faisait kiffer au début quand j'ai commencé, c'était ce style-là, quoi. Une montre tout épurée, en acier, cadran blanc, en acier ou en tout cas métaux blancs, hein, bon, pas les moyens d'avoir de l'or blanc ou du platine, mais voilà, avec une boucle déployante, un bracelet en cuir croco, etc. Au final, je porte plus du tout ça parce que c'est des montres qui sont tellement habillées et surtout qui me manquent pour moi un peu de charme. J'irais à la rigueur si j'avais besoin d'une montre habillée, besoin c'est jamais un besoin, mais si j'avais envie d'une montre habillée, peut-être sur quelque chose de plus chaleureux, de l'or jaune, et même peut-être sur une montre habillée plus sur du vintage que sur une moderne. Le Gap, ça a été vraiment l'héritage, et donc maintenant cette 500 qui m'a vraiment fait kiffer ces montres-là qui peuvent être donc très 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 sportives, bracelet acier, plongeuse, étanche à 300 mètres, la lunette, mais en même temps toutes ces surfaces polies font que la montre a quand même pas mal de classe et quand même relativement habillée, c'est toujours voilà, le sujet. Et donc voilà, on aboutit à cette collection de montres, on a formé un goût, on a appris encore plus, donc bien sûr avec cette histoire d'acheter plein de petites merdouilles au début et de se forger, de voir ce que c'est. Bon, un remontage manuel, c'est marrant les 2 premiers jours, après, bon en tout cas c'est clairement subjectif, hein, mais c'est marrant les 2 premiers jours, et puis après quand il faut le remonter, bah, ça devient chiant. On a des mauvaises expériences, voilà, on se dit bon, moi au début je veux absolument une montre sans date, tu vois, genre c'est peut-être voilà, une lubie hein, comme une autre. Bah voilà, on se rend compte qu'au quotidien, je sais pas, on taffe, on a besoin de la date pour signer des bons de réception, des choses comme ça. On prend une montre avec date, on change de métier, on n'a plus besoin de date. On se dit, bah moi je préfère finalement les cadrans sans date. On repart sur des montres sans date. Voilà, c'est au fur et à mesure des décisions, des décisions, des choix de vie, de l'apprentissage. Et cette étape, elle est nécessaire mais pas suffisante, puisqu'après,
on peut avoir plein de merdouilles, il faut un peu affiner son goût, essayer de comprendre aussi ce qui nous attire dans certains de ces objets plus que dans d'autres, et après partir sur, j'ai envie de dire, une montée en qualité. Moi, ça a été avec ces montres-là. Je ne suis pas en fait partisan d'acheter des montres. Bon, c'est aussi parce que j'ai pas les moyens pour l'instant. Mais je ne suis pas forcément partisan d'acheter des montres à des milliers d'euros. Je pense qu'on a des très bonnes alternatives, que ce soit avec IEMA, Baltic, les marques françaises, aussi certaines autres marques suisses, à des prix beaucoup moins conséquents. Voilà. Peut-être que j'irais sur une montre très très chère si j'avais besoin d'une montre vraiment très habillée, une Jaeger LeCoultre, un quantième perpétuel, etc. Enfin là, pour le coup, pour moi, c'est une vraie plus-value. Sur une montre en acier, ok, j'ai peut-être pas assez d'expérience pour en juger, mais je suis pas convaincu. Et donc, on aboutit en fait à toujours ce processus itératif qui est acheter petit à petit. Une fois qu'on en a marre et qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose qu'on porte pas, là c'est cette Longines, revendre et passer sur quelque chose de mieux. Moi, ce sera peut-être une Speedmaster Reduced ou une Squale, qui est bon, à peu près dans la même gamme, c'est entre 1000 et 1500 euros. Speedmaster Reduced, c'est plus entre 2500 et 3000. Ou une semester, enfin bref, l'objectif c'est un peu de monter, etc. En gamme. Peut-être que dans, je sais pas, 3-4 ans, cette Yema, même si je préfère Yema à la Tudor, hein, mais j'aurais acheté une Black B58 et j'aurais pu cette Yema. Mais pour moi, c'est vraiment toujours l'idée de monter en gamme en fait, surtout, le plus important, c'est de porter ses montres, pour moi. Porter ses montres, surtout quand c'est des montres neuves. Il n'y a pas de patrimoine, en tout cas pour l'instant, des montres qui sont neuves. Bien sûr, c'est une histoire à un instant T de la marque. Dans 20-30 ans, je sais pas, une Baltic, ça fera partie de l'histoire de Baltic si Baltic existe encore. Et ce sera peut-être pertinent d'avoir la Baltic, voilà, la première GMT avec le mouvement Soprod. Ils seront peut-être passés sur un autre mouvement, un mouvement maison ou un Miyota. Maintenant que Miyota fait des GMT en série 9000, voilà, peut-être qu'ils auront fait un move et là, ce sera intéressant, même si le design ne sera pas forcément fondamentalement changé, de se dire, moi, j'ai la Baltic avec le mouvement Soprod. Vu que je kiffe Baltic, je suis un amateur de Baltic. Pour l'instant, il n'y a pas encore de fou furieux de Baltic, mais j'ai aussi la nouvelle itération avec le mouvement GMT qui est un peu restylé, etc. Pareil pour Yema, j'ai la Yema avec le Cellita SW200, l'héritage, et puis j'ai celle avec le 28-24, et puis j'ai celle avec, je sais pas, un mouvement maison, enfin bref. Voilà, c'est un peu la démarche qu'il a pour moi nous fait vraiment rentrer dans une démarche de réel collectionneur en fait. C'est à partir du moment où on est plus intéressé par l'histoire des montres et en fait leur patrimoine technique et culturel que réellement collectionner des montres neuves. Pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Après, le sujet du nombre, que ce soit 2, que ce soit 3, que ce soit 7, tant qu'on les porte, c'est le plus. Enfin, c'est pas grave d'en avoir 50, quoi. Euh, mais pour moi, on n'est pas collectionneur si on n'est pas dans une démarche historique, et donc on n'est pas collectionneur si on ne collectionne pas du vintage. Alors, c'est un avis qui est assez tranché, qui fera bondir certaines personnes, mais c'est mon avis. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être amateur, et pour moi, c'est 2 parce que je sais que quand c'est 2, je porte. Quand c'est plus, j'ai tendance à porter ma préférée et à délaisser les autres. Mais ça peut être 5, ça peut être 6, tout dépend des rotations. Voilà, c'était un peu la vie sur la collection. Enfin, sur cette idée de collectionnite et d'être un amateur ou pas. Enfin, on est tous des amateurs, on n'est pas tous des collectionneurs pour moi. Et voilà, quoi, c'était une vidéo un peu différente. J'ai pas plus trop de montres à présenter, parce que bon, forcément, ça arrive un peu au bout du sujet. Je présenterai sans doute des briquets ou des choses comme ça, des choses un peu différentes, parce que j'aime beaucoup les briquets aussi. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis merci d'avoir regardé cette vidéo un peu remplie de palabres et de dissertations philosophiques de comptoir.